à l'intérieur même de la mosquée d'Al-Aqsa. C'est le Waqf qui doit être tenu responsable, qui se débrouille avec les émeutiers à l'intérieur même de la mosquée, et que la police israélienne ne soit responsable que du périmètre autour, et qu'il n'ait pas à entrer dans ce lieu, car dès qu'ils y mettent le pied, on les accuse de désécration. Nous avons le plaisir de retrouver Raphaël Yerushalmi pour nous parler de sécurité. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, on veut revenir avec vous sur cet attentat à Ariel, à l'entrée d'Ariel. Les terroristes sont apparemment des terroristes qui ne sont pas affiliés à des organisations terroristes. Est-ce, à votre avis aussi, un acte solitaire, ou alors c'est la suite, on va dire, de cette tension qui a régné durant tout le mois du Ramadan sur le mont du Temple, à Jérusalem, et même, donc, on l'a vu dans plusieurs grandes villes israéliennes? Ces deux jeunes ne sont pas affiliés directement à une faction terroriste, mais tout de même, ce ne sont pas non plus des loups solitaires comme on en a l'habitude de voir avec juste un couteau. On parle de deux jeunes qui ont repéré les lieux du haut d'une colline pendant plusieurs jours, qui se sont procurés des fusils Carlo Gustave et qui ont aussi se sont procurés un véhicule. Donc on parle quand même de gens qui savaient un petit peu ce qu'ils étaient en train de faire. Alors ils ont certainement des complices ou des gens qui les ont télécommandés de loin, mais ce n'est pas exactement deux jeunes qui se sont levés un matin spontanément pour les commettre un attentat, mais bien des gens très 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 préparés qui évidemment sont inspirés d'une part par ce qui se passe ces derniers temps, sur la haine qui est diffusée sur les réseaux sociaux sans arrêt. La jeunesse palestinienne est inondée d'appels à la violence et à la haine. Et donc, effectivement, il y en a toujours qui répondent à ces appels. Mais je le dis et je le répète, là, il y a quand même beaucoup de planification. Il y a eu, à mon avis, des aides logistiques et des aides techniques pour que cet attentat puisse réussir à ce point-là. Alors, les forces de sécurité israéliennes, c'est le sentiment que l'on a, sont à partager face à ce qui risque de se passer au cours des prochains jours ou même des prochaines semaines. On dit que après le Ramadan, eh bien, la tension devrait s'apaiser et que les tentatives d'attentat devraient baisser. Est-ce que vous croyez en ce cas de figure, ou vous pensez que finalement il y a encore beaucoup de dates, comme par exemple la Nakba le 14 mai, l'Aïd el-Fitr, les prochains jours qui risquent d'être des jours de tension aussi pour les Palestiniens? Oui, alors plus l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire que là où la tension avait l'air un petit peu de prendre, c'est sur le plan religieux, donc sur le plan de l'islamisme intégriste. Il y a eu là des centaines de jeunes, donc qu'on appellerait en France un radicalisé, comme on dit. Par contre, les autres dates sont des dates auxquelles nous sommes confrontés chaque année. Donc chaque année, le jour de la Nakba, le jour de Jérusalem, la marche des drapeaux sont des dates un petit peu problématiques. On s'attend à des échauffourées. Je ne pense pas que cette année soit pire que les autres. Cette année, ce qui a vraiment marqué, c'était l'esplanade du mont du Temple, qui est devenu le lieu de prédilection de la propagande du Hamas. Comme on l'a vu surtout l'année dernière, on a vu que cette année, malgré les violences sur l'esplanade des mosquées, nous sommes pas venus au stade de l'année dernière avec des tirs de missiles incessants sur Israël. Donc, il se peut que l'optimisme de certaines forces de sécurité soit justifié et que nous retournions à une sorte de normale. Mais notre normale à nous, malheureusement, c'est une normale de la vigilance et on ne sait jamais ce qu'on nous concocte nos ennemis. Alors, je voudrais essayer de mieux comprendre un point qui est plutôt étonnant. C'est la Jordanie et le mont du Temple. On avait le sentiment, avant le début du Ramadan, qu'il y avait une sorte de coordination entre Yair Lapid en particulier et le roi Abdallah de Jordanie pour maintenir le calme sur le mont du Temple, une sorte d'accord tacite entre les deux parties, entre Israël et la Jordanie, pour que la Jordanie soit, on va dire, ait l'exclusivité du contrôle sur le mont du Temple, et en échange garantisse une sorte de calme. Or, on a vu cela voler en éclats, et on apprend ce matin que, par exemple, les gardiens du Waqf, eh bien, ont laissé entrer ouvertement des incitateurs et des agitateurs du Hamas, alors que ce n'est pas apparemment dans leur intérêt. Oui, alors il faut bien comprendre que le Waqf est un organisme qui est en partie géré par des intégristes et des ennemis d'Israël qui se sont rendus complices bien des fois
des violences perpétrées sur l'esplanade du mont du Temple, alors que leur rôle est justement d'assurer la bonne menée des prières. Il faut pas oublier que le vice-président du Waqf est identifié à des mouvements extrêmement violents intégristes, et donc le silence retentissant d'ailleurs au début du Waqf était véritablement complice des émeutiers. Alors en ce qui concerne le roi Abdallah de Jordanie, il a un souci, c'est qu'il est de plus en plus impopulaire en Jordanie même, il a des problèmes à résoudre, et donc il le fait à l'ancienne. Dans le temps, les dirigeants arabes dépassaient le mécontentement des populations vers la haine d'Israël et des sionistes. Donc c'est ce que fait Abdallah, à quoi j'ose ajouter que sur le plan psychologique, à la différence de son père, le roi actuel de Jordanie est quelqu'un qui n'aime pas les juifs, qui souffre d'une certaine dose d'antisémitisme qui est assez claire, et qu'on a entendu à plusieurs reprises dans ses discours. Et donc nous n'avons pas affaire à un ami d'Israël, et c'est bien dommage parce que, et justement avec la Jordanie, beaucoup d'arrangements sont possibles. La Jordanie dépend de nous d'ailleurs pour son eau potable, hein. C'est Israël qui l'approvisionne à quantité de dizaines de millions de mètres cubes d'eau potable par an, et d'autres échanges qui sont d'ailleurs heureusement toujours en place. Mais il y a un problème effectivement avec le roi de Jordanie qui n'est pas un ami d'Israël et qui est surtout en très mauvaise posture sur le plan de son pouvoir politique qui est critiqué. N'oublions pas qu'en Jordanie, la grande majorité de la population est palestinienne et non pas comme lui hachémite, qui est une autre tribu. On a parlé justement d'une possible modification du statu quo sur le mont du Temple. Il y a des exigences qui viennent de Raham et qui auraient été donc véhiculées par le roi Abdallah de Jordanie. Vous pensez qu'il est possible que le gouvernement actuel cède sur ce point et modifie le statu quo pour, par exemple, faire en sorte qu'il n'y ait plus de forces de sécurité qui montent sur le mont du Temple de manière aussi régulière? Alors moi j'ai dit depuis déjà un mois sur les antennes et sur les ondes que je préconise le fait que effectivement à l'intérieur même de la mosquée d'El-Aqsa, c'est le Waqf qui doit être tenu responsable. J'ai comparé cela à plusieurs reprises à la garde suisse du Vatican, à la police privée du Vatican, qui se débrouille avec les émeutiers à l'intérieur même de la mosquée, et que la police israélienne ne soit responsable que du périmètre autour, et qu'il n'ait pas à entrer dans ce lieu, car dès qu'ils y mettent le pied, on les accuse de désécration. On n'accuse jamais des terroristes qui brûlent des pétards et qui marchent avec des chaussures dans la mosquée de désécration, mais dès qu'un policier juif met le pied pour rétablir l'ordre, on l'accuse lui de désécration. Et donc je ne vois pas pourquoi on ne laisserait pas effectivement aux Jordaniens le soin de faire respecter l'ordre et d'assurer la bonne menée des prières à l'intérieur de la mosquée, je dis bien, physiquement. Je pense que c'est une bonne solution, et la preuve c'est que ça calmerait, apaiserait beaucoup les musulmans et les arabes, et en plus il n'aurait qu'à eux à s'en prendre si jamais les choses tournaient mal, la police israélienne étant elle à l'extérieur. Je pense que c'est une bonne chose qu'on va épargner nos personnels des services de sécurité. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une affaire qui peut paraître un peu étonnante, hein, une affaire qui mêle espionnage et problèmes sécuritaires. On a reçu cette information et on essaie de la comprendre. Des agents du Mossad israélien auraient arrêté un officier des gardiens de la Révolution qui aurait été mandaté pour commettre des attentats contre un diplomate israélien, apparemment à Ankara, contre un général américain, contre un journaliste français, et il l'aurait interrogé sur le sol iranien et l'aurait relâché finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors c'est très rocambolesque en effet, il y a beaucoup d'inconnus. D'abord, si ce personnage est un officier de l'unité 840 de la brigade Quds des gardiens de la Révolution, on ne voit pas pourquoi on lui offrirait $1 million, puisque c'est déjà son job, c'est son travail en tant qu'officier des gardiens de la Révolution. Tout d'un coup, il aurait cette somme d'argent. Alors, cette somme d'argent, en plus, si elle a été détectée, c'est peut-être ça qui a mis la puce à l'oreille du Mossad. C'est les premiers $150 000 qui ont été versés. Et donc, le Mossad, bien sûr, et les services de surveillance d'Israël regardent toujours tout ce qui est mouvement d'argent suspect, tout ce qui est mouvement de personnes aussi suspect. Or là, effectivement, les informations contradictoires. Au début, on a prétendu que ce personnage avait été intercepté dans un pays européen. Maintenant, on déclare que c'est en Iran même.
on fait cette vidéo puis on relâche le personnage, ça veut dire que c'est le condamné à mort en fait de le faire. Le personnage a l'air un petit peu maltraité, un petit peu dans les vapes, il a peut-être été un petit peu tabassé par les gens du Mossad pour dire ce qu'il avait à dire. Tout ça est très 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 étrange. Ce qu'il est moins, c'est la raison pour laquelle tout d'un coup on nous parle de cette histoire elle a lieu il y a presque un mois. C'est évidemment une déclaration au niveau politique par rapport aux Américains qui voulaient retirer, qui ont pensé retirer les gardes de la révolution de la liste des organisations terroristes. Et puis évidemment toujours la pression que met Israël sur la diplomatie américaine par rapport à un possible et regrettable accord sur le nucléaire avec les Iraniens. Là, il y a un geste évidemment politique. Maintenant, à savoir combien dans tout cela est véridique ou n'est pas. La source semble assez fiable car les International News, cet organe de presse iranien de l'opposition aux ayatollahs, qui opère à l'étranger, est en général un média fiable. Ceci étant, le reste, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais tout est possible dans le milieu du top secret. Inclut le fait qu'on prétend que ce personnage aurait donc en fait travaillé main dans la main avec la mafia et les trafiquants de drogue. Voilà, et en plus il est lié bien entendu à la mafia. Effectivement, ce qui n'est pas fait pour nous permettre de mieux comprendre les choses. Merci beaucoup Raphaël Yerushalmi d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidé à mieux comprendre cette situation sécuritaire et puis cette affaire rocambolesque, comme vous le disiez, l'arrestation d'un gardien de la révolution, d'un officier des gardiens de la révolution iranienne. Merci Raphaël, bonne journée et Chodesh Tov, Shavua Tov. Chodesh Tov.